Toute l'équipe de la commission athlétique tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la commission athlétique. Bon podcast. Tous les secrets de la business du sport. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Salut tout le monde, bienvenue à ce premier épisode des compteurs, la business du sport, tout nouveau podcast sur la commission athlétique. Je me présente Max Lalonde, grand privilège d'animer ça, ce podcast-là, en compagnie de mes deux chums, Alexandre Panton, directeur général ici à la station à BPM Sport. Salut Alex. Bonjour Max. Sacha Gavami, avocat, agent de joueur. On va faire le tour de ton parcours parce que là, ta carte d'affaires pourrait être sur une 8,5 par 11. Salut Sacha. Yes, salut Max. Les compteurs, on va se concentrer sur la business du sport, sur l'argent dans le sport, sur le marketing dans le sport, des choses qui nous passionnent, les chiffres dans le sport. Puis j'ai le goût qu'on commence avec ça. J'ai le goût d'en savoir plus sur vous autres. Qu'est-ce que vous aimez dans la business du sport et qu'est-ce qui vous a amené à avoir les mains là-dedans? Parce que les deux, vous en avez fait. À commencer par Alex. Tu es DG de la station, mais tu as beaucoup d'autres chapeaux. Ouais, fait que je suis DG de BPM Sport depuis un petit peu plus qu'un an. J'ai également fait un passage à TVA Sport. Moi, mon arrivée dans le monde du sport, de la business du sport, était quelque chose de plutôt calculé, là. Je vous l'ai déjà mentionné à la blague. Là, moi, c'est à un très jeune âge, j'ai réalisé que j'allais pas être un athlète professionnel, mais ma passion pour le sport puis mon désir de travailler dans ce domaine-là, lui, n'a jamais été affecté. Fait que c'était un choix vraiment pas mal cérébral en fait. Là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'avocats dans le monde du sport, que ce soit au niveau des directeurs généraux, des agents, des choses comme ça. Fait que c'est le parcours que j'ai choisi. Puis si je vous le dis super rapidement, là, ça a commencé droit du sport dans un cabinet montréalais, en fait un cabinet national, là, mais à partir du bureau de Montréal. Pour éventuellement migrer vers les médias sportifs avec l'arrivée de TVA Sport en 2012. Pour moi, où j'ai été directeur des programmes. Puis, en tout cas, de fil en aiguille, je me suis rendu ici. Mais toujours été un passionné pour la business du sport. Puis, j'adore voir qu'est-ce qui se passe dans le boardroom ou au dernier étage ont de l'influence sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Fait que je suis super content d'être là. Parce qu'il y a beaucoup d'argent impliqué toujours dans le sport. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en finance, dans plein d'autres domaines, mais qui sont passionnés par le sport. C'est un peu ton histoire aussi. Sacha, toi, tu voulais jouer au basketball, c'est ça? Ouais. Ça, j'ai réalisé très vite que ça marcherait pas. Mais ça ressemble pas mal à Alex. Moi, depuis très jeune, je voulais travailler dans le monde du sport, mais surtout comme agent d'athlète. Ouais. C'était comme mon rêve de kid de devenir agent de joueur. Je savais pas dans quel sport. Puis plus j'avançais dans la vie, plus je réalisais que c'était plutôt improbable que ça fonctionne. Puis je me suis dit, ben, dans quel domaine autre m'intéresse? Puis c'était le droit. Fait que j'allais en droit vraiment pour devenir avocat, travailler dans ce domaine-là, puis en gardant la porte ouverte pour être agent ou travailler dans le monde du sport d'une autre façon, parce que comme Alex, je suis passionné du sport professionnel depuis très très jeune, et j'ai joué au tennis quand j'étais jeune, mais je savais que j'allais pas faire carrière là-dedans, fait que ça m'a permis de vraiment apprendre plus sur ce qui m'intéressait. Puis ben, de fil en aiguille, j'ai eu mon opportunité avec Laurent Tardif comme premier client dans le monde de la représentation d'athlètes, puis là j'ai pu continuer avec d'autres athlètes par la suite, et donc ça a fait en sorte que j'ai pu travailler comme agent, puis parallèlement partir une entreprise qui aide les étudiants athlètes à se placer au niveau universitaire, qui s'appelle Vers Recrutement Universitaire. Fait que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que la business du sport est toujours présente parce que les ligues sportives, c'est des entreprises au final. Ben oui. Les gens, on voit le sport comme le partisan, mais de comprendre ce qui se passe en arrière et de passer du temps à l'analyser, tout le volet d'affaires, le boardroom, comme Alex parle, ben, moi, ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai tellement hâte de vous poser des questions sur plein d'affaires parce que moi, ce qui me passionne dans le sport, c'est l'événement alentour du sport. Est-ce que ça prend pour présenter l'événement? Puis souvent, là-dedans, il y a beaucoup de sous d'impliquer, il y a beaucoup de décisions d'impliquer, il y a beaucoup de travail en amont d'impliquer. On va couvrir tout ça, on va suivre l'actualité, on va parler de hockey, on va parler de football, on va parler de basketball, on va couvrir où la business du sport va nous amener. Ça va être super intéressant. Puis commençons tout de suite avec des petites nouvelles qui sont dans l'actualité. Récemment, vous avez vu le déménagement des Coyotes de l'Arizona vers Utah, le fameux Utah Hockey Club avec pas de nom. C'est pas le sujet de la discussion aujourd'hui. Ils ont décidé, eux, d'être une franchise accessible. La nouvelle est sortie précédemment cette semaine, mais dans les franchises là-bas, je vous donne les prix. Une bouteille d'eau, ça va être 2 $. Un sac de popcorn, ça va être 3 $. Un sac de chips, ça va être 3 $. Un hot dog, ça va être 3,50 $. On a vraiment misé sur l'accessibilité. Sans faire de parallèle avec Montréal et avec le Centre Bell, on n'est pas à la même place du tout. Qu'est-ce qui a mené à ça, vous pensez? Et pourquoi on a décidé d'aller là chez le Utah Hockey Club?
Ben, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, les Falcons ont commencé Ah oui. cette tendance-là une couple d'années, puis ça a fait couler beaucoup d'encre sur l'accessibilité. On va se dire, comme, revenons à la base, la vie coûte cher. Ah oui, En ce moment, là, la vie coûte cher. aller au stade, ça coûte cher. Aller au stade, le stationnement, les billets, puis souvent, tu vas avec. Maintenant, amener une famille, c'est dispendieux. Et je pense que, surtout dans un nouveau marché, pour moi, un des premiers mandats, c'est d'attirer des gens. Oui, tu vas avoir l'émergence, l'espèce d'effet de nouveauté. OK, là, tout le monde veut y aller au début. Comment tu fais qu'ils reviennent? Comment tu fais qu'ils ont une expérience agréable? Ah oui, Comment sûr. tu fais que les gens, ils veulent y revenir? Puis une des façons, c'est de rendre ça accessible, abordable. Je trouve que c'est une stratégie que je trouve intéressante, mais que j'ai hâte de voir si elle va être maintenue dans le temps. Mais c'est là que c'est. Tu me permets, là, je te rigole la parole, mais c'est là que la question est intéressante. Parce que, je pense qu'il faut que tu connaisses ton marché. Fait que prends des choses. c'est ça. Eux, ils introduisent le hockey à un marché. Je pense que Utah reste une place de sport d'hiver. Ils ont un propriétaire incroyable là-bas en Ryan Smith. Qui a est les comme- poches très pleines. Il y a les poches pleines, puis non seulement ça, il y a un vrai amour pour le hockey. Là. Je me rappelle de l'avoir écouté il y a peut-être un an, il avait passé à 32 Thoughts avec Elliot Friedman. Puis tu sais, Elliot, il le décrivait comme the next owner of an NHL franchise, dans le sens, il était convaincu que ça allait être un des prochains. Donc, pour revenir à ton point, je pense que c'est intéressant, dépendamment des marchés. Ouais. Moi, c'est une stratégie à laquelle j'aurais réfléchi beaucoup. Parce qu'une fois que tu le fais, est-ce que tu peux changer? Parce que là, ça devient comme un autre approche. Tu sais, moi, quand la saison de hockey recommence à Montréal, la première chose que je fais en arrivant au Centre Bell pour un match pré-saison, c'est que je vais commander une bière pour savoir c'est quoi le prix de la bière cette année. Tu sais, Parce qu'on s'attend à ce qu'elle augmente. Parce qu'on s'attend à ce qu'elle augmente. Puis ça fait. Puis on le sait que les Canadiens font des profits. Puis à travers des années difficiles de reconstruction, puis tout ça. Fait que moi, le prix des concessions, je trouve ça très intriguant. Mais longue histoire courte, je pense que c'est une stratégie intéressante dans le contexte où que tu veux amener du monde dans cette arène-là. Tu veux être l'équipe accessible. Tu sais, Vegas, quand ils sont arrivés dans la ligue, ils ont été très accessibles. Puis ils ont été adoptés par une population qui, honnêtement, plusieurs d'entre nous, je ne veux pas vous inclure là-dedans, mais doutaient du succès éventuel d'une équipe à Vegas. Juste Alors par que le c'est marché. rendu la ville des sports par excellence. Ouais, vraiment. Fait que donc, moi, je pense que c'est une stratégie intéressante. Mais tu sais, Atlanta l'ont fait et ils la conservent. Ouais. Mais tu sais, on est dans un monde où que tout est dans la dépense moyenne de chaque consommateur dans ton stade. Il y a des fonds d'investissement maintenant qui prennent des positions dans différentes équipes puis qui analysent le spend dans différents stades puis qui ils disent, mettons qu'ils sont copropriétaires de plusieurs équipes, ben, ils parlent d'une équipe à l'autre en disant hey, ton hot dog est pas assez cher ou dans telle ville, ils dépensent environ 25-30$ par spectateur. Mais je vous propose un scénario parce que ça, c'est une discussion qu'on a eue dans le club du matin souvent. Puis c'est un auditeur qui m'a apporté ce point-là. Puis je le trouvais super passionnant. Il dit je suis allé au Centre Bell lundi. Mon hot dog, il m'a coûté 8,50$. Puis je suis allé voir le Rocket la même semaine. Le même hot dog, la même saucisse, le même pain, la même relish. M'a coûté 2$ moins cher. Pourquoi? Parce que t'es au Rocket. Ben, c'est ça. C'est qu'au final, il y a différentes façons de le voir. Puis je trouve que le danger du sport professionnel, c'est que pour plusieurs organisations, plusieurs franchises, tes yeux sont un peu dans le même panier. Ton club gagne, les gens vont y aller. Ton club gagne pas, est-ce que tu vas avoir le même engouement pour acheter des billets? Est-ce que tu vas avoir la même intensité, intérêt de gens qui vont y aller? Fait que je trouve que le Canadien de Montréal est dans un marché où est-ce que gagne-perd. Oui, quand ils perdent, ils sont moins là, mais ça reste... C'est plein. C'est plein. Puis on vit une reconstruction présentement qui risque de continuer encore. Puis ça va être plein, puis ça jase. Puis... Mais dans des marchés où est-ce que tu te fais découvrir, mais il faut que tu crées un intérêt pour y aller. Puis je vais faire un exemple un peu assez différent. Dans la Ligue canadienne de football, Ottawa. Ottawa qui avait déjà eu 2 franchises avant. Il y avait les Rough Riders puis les Renegades. Dans le temps qu'il y avait 2 équipes qui s'appelaient les Rough Riders dans une ligue de 8 équipes. Puis ça n'avait pas marché. C'est vrai. Et là, ils sont revenus une 3e fois avec les Red Blacks. Puis je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont déjà allés voir une game des Red Blacks. Jamais. Mais si vous avez l'argent de l'Ottawa, allez-y parce que l'expérience
de cette soirée-là est extraordinaire. Ah, le stade était écœurant. Le stade est écœurant, puis juste à côté du stade, dans le même complexe, il y a plein de restos, plein de bars. Fait que t'arrives là à 4 h l'après-midi, ta game est à 7. Tu vas prendre une bière, tu vas prendre une bouchée, tu vas voir le match, puis tu sors du stade en montant. Juste là, il y a tout un complexe d'endroits. Fait que c'est pas nécessairement les prix des hot dogs, mais tu crées une expérience qui fait en sorte que, même si l'équipe est moins bonne, c'est quand même le fun d'aller voir une game des Red Blacks. Mais si ton équipe est pas bonne, surtout une équipe comme les Coyotes qui déménagent, puis on sait pas ce que ça va donner. Peut-être ça va être bon, peut-être ça va être moins bon. Ça peut pas coûter 100$ de bière. Mais c'est ça. Puis si tu arrives avec... T'attires les gens pour dire, regarde, on va aller voir une game, ça va être le fun. Puis en plus, il y a ça c'est accessible, c'est abordable. Je trouve que cette stratégie-là est intéressante. Puis c'est un peu pour ça. Le Rocket, ils veulent attirer des gens. Je suis convaincu qu'il y a des fans de hockey. Mais si tu as le choix entre des billets du Rocket, des billets du Canadien, tu vas au Canadien. Tu vas au Canadien. Fait qu'il faut avoir des avantages autres qui, pour moi, vont attirer des gens sur place aussi. Puis c'est drôle parce qu'on parle de reconstruction à Montréal. Mais tu sais, je pense que le Rocket bénéficie de ça. Oh, oui, on connaît tellement les jeunes, on veut aller les voir jouer. Vraiment. Fait que ça, je pense que c'est un plus. Mais pour revenir à ta question, c'est oui, c'est la même saucisse, oui, c'est le même pain. Mais je pense que ça revient à... C'est juste que tu ne le manges pas à la même place. Exactement. Puis un peu au même titre que un bon restaurant versus un moins bon restaurant ou whatever, c'est que je pense que le produit sur la glace n'est pas le même. Puis... On va terminer ce sujet-là là-dessus. Quand le Canadien, en début de saison, a fait des matchs hors concours contre des équipes, contre d'autres équipes, en fait des matchs de club-école, ils ont vendu des billets 10, 12, 15$. Ils ont rempli le Centre Bell. Il n'y a nulle part ailleurs dans la Ligue où on a vu ça. Mais les prix des concessions n'ont pas diminué. Puis je sais que ça a écœuré des gens beaucoup parce qu'il y a des gens qui se disaient « J'ai payé 12$ mes tickets, parfait, mais je viens avec mes 2 enfants, ma femme, ça m'a quand même coûté 40$ de parking, ça m'a quand même coûté 200$ de bouffe. » Est-ce que les clubs ne se devraient pas de faire suivre les prix des concessions et des stationnements avec le prix des billets quand c'est des événements qui enlignent la famille? Je suis pas en train de me positionner. Là, Ben moi, je vais te répondre à un point. C'est que puis ce n'est pas la même chose dans tous les arénas et tous les stades, mais tu as un coût qu'on appelle genre pour ouvrir les lumières. Ouais. Oh, oui. Dès que tu as un événement qui ait 2000 personnes ou 21 000 personnes, tu as des frais fixes. Sécurité, tout le service alimentaire, le parking, technique, tout vient avec. Donc, du moment que ton prix du billet est plus accessible, c'est une chose, mais après ça, il faut quand même que le Canadien arrive à payer leurs frais. C'est sûr. Fait puis, je pense que ce dont tu parles, je comprends que tu peux pas te positionner, mais je pense que ça sous-entend qu'il faudrait que les Canadiens peut-être perdent de l'argent sur un match. Je pense pas qu'ils ont besoin de faire ça. Non, absolument pas. Donc, je pense que c'est un peu l'offre et la demande, dans le fond. Là, je pense qu'ils sont pas obligés de le faire. Puis d'avoir mis le match accessible dans un marché comme Montréal. C'est le bout de chemin qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, puis j'aborde dans le même sens. Au final, c'est le marché qui dit que si t'aimes pas ça, puis les gens ils vont pas, puis les gens n'achètent pas, ça va peut-être faire réagir le Canadien en disant « OK, il faut qu'on fasse quelque chose ». Tant et aussi longtemps que les gradins sont pleins, tant et aussi longtemps que les concessions, il y a des fils pour aller acheter ta bouffe, ta bière, peu importe. Tu donnes pas de raison qu'ils fassent ça. Oui, ça serait le fun, ça serait cool, ça serait une belle histoire, mais c'est une business au bout du compte. Puis, je veux dire, ça va être plein pareil. Là. Ben, la façon que la business s'ajuste, c'est selon la réponse de la clientèle. C'est souvent ça, puis c'est partout pareil. Tu vas à la ronde, c'est la même chose. Les prix sont exorbitants dans des endroits où on sait qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de demandes. Prochain sujet dans l'actualité cette semaine, on va parler des Bruins de Boston. T'es agent de joueur. Si un directeur général, si un président d'équipe se met à négocier sur la place publique, je serais curieux de savoir ta réaction parce que dans le dossier Jérémy Swayman, on est en train de négocier. C'est le dernier RFA à être assigné dans la Ligue nationale de hockey. Il reste lui, puis c'est tout. Après ça, c'est réglé, tout le monde est signé. Il ne s'est pas rapporté au camp encore. Là, c'est sorti de partout, là, les demandes de Swayman. Qu'est-ce qu'il aurait demandé? On n'a pas eu de confirmation officielle. Mais Cam Neely, qui est président de l'équipe, en conférence de presse hier, a juste laissé tomber comme ça en boutade qu'il a 64 millions de bonnes raisons de dire à Jeremy Swayman de se rapporter au camp et de porter le chandail des Bruins. On comprend qu'il a offert 8+8. L'agent de Swayman est sans connaissance de la façon dont les choses se passent présentement. Ça va pas bien entre les Bruins et Jeremy Swayman. Est-ce qu'on peut négocier sur la place publique un contrat de cette importance-là? Ça s'est déjà vu des négos à la place publique, puis c'est presque... Mais surtout dans le football. Ouais. Tu sais, mettons, les Cowboys de Dallas, là, cette année. Là. Ben, c'est ça. Puis je m'en allais... C'est un peu ça, dans le sens... Des fois, c'est un jeu.
des fois, c'est un peu du théâtre. Tu vois Jerry Jones qui va aller parler, puis Ouais. là, t'as CeeDee Lamb qui va aller tweeter. Puis, Ouais. c'est tout fun and games, excusez l'anglicisme, là, mais tu sais. Mais Ça il y a paraît- pas de. C'est moins commun dans le hockey, par exemple. Mais c'est parce que c'est différent ce que Neely a fait. D'aller sortir des chiffres sur la place publique, ça, tu vois ça rarement. Mm. Tu sais, même dans la NFL, de dire Ben oui. hey, il y a 100 quelques millions de raisons d'être ici. Ouais. Mais ça, c'était quand même. Puis je pense que où est-ce que les gens doivent comprendre, puis travailler dans ce milieu, j'ai appris beaucoup, puis je continue à apprendre beaucoup, mais ne jamais sous-estimer le processus de la négociation. Puis les joueurs sont beaucoup Ben oui. plus intelligents que peut-être les communs des mortels pensent, dans le sens, c'est des gens, c'est des humains, ils sont très intelligents, puis eux, ce qu'ils veulent s'assurer que le processus de négo, ils savent que peut-être qu'on s'entendra pas. Ils savent que peut-être qu'il y aura des différentes opinions Ouais. sur la valeur, mais c'est la façon que tu t'y prends pour te rendre. Puis cette façon-là peut, selon moi, être très dommageable, parce que si le joueur sent que l'équipe lui manque de respect au point d'aller avancer des chiffres publiquement, sans préavis, puis dans le fond, le met dans une situation, dans le coin, même s'il arrivait, puis les Bruins offraient le montant qu'ils voulaient, Ouais. peut-être que tout d'un coup, ça le remet en question s'il veut rester là. Mais est-ce que le fait que Neely l'ait fait comme ça sur la place publique, ça témoigne pas que là, on a tout essayé, qu'on est arrivé à croiser des chemins, puis que là, le président des Bruins, il a fait, ben regarde, moi, là, c'est ça, puis c'est take it or leave it. On est orgueilleux ici à Boston. Le noir et jaune, ça marche comme ça, puis c'est un message qui envoie ses final calls. Ben, puis je vais prendre un pas en arrière. Tu as mentionné qu'il est RFA, là, mais Ouais. qui est Restricted Free Agent, Ouais. ou mettons en français, un agent libre avec Restriction. restriction. Ouais. Puis tu sais, sans tomber dans toute comme expliquer ça au complet, c'est que essentiellement, dans la Ligue nationale, dans la convention collective, le joueur va appartenir à l'équipe pendant une certaine période. Ouais. Et pendant cette période-là, il ne perd pas tout son pouvoir de négociation. OK? Quand il est agent libre avec restriction, ça veut dire qu'il techniquement ne peut pas aller jouer ailleurs. Ou si une autre équipe veut lui faire une offre, il y aura une compensation sous forme de choix au repêchage qui va être remis. On pense à Kotkaniemi qu'on a vécu Ouais. à Montréal. C'en est un bon exemple. Il y avait Sébastien Aho avant, en fait. Ouais. Et là, mais un des mécanismes que l'équipe et ou le joueur dispose dans le cas qu'il est agent libre avec restriction, c'est d'aller en arbitrage salarial. C'est, écoutez, moi, j'ai pas le choix de jouer ici. On va aller devant un tiers neutre, indépendant, Ouais. qui va déterminer combien que je vais gagner. Swayman est passé par là. Ben, Swayman a passé par là l'année passée. Ouais. Et l'arbitre a accordé un contrat pour une saison, mais il reste encore une année comme agent libre avec restriction. Et là, les Bruins ne l'ont pas amené en arbitrage salarial. Première des choses. Donc là, l'espèce de jeu de négociation, veut pas, l'espèce de balance tombe un peu en faveur de Jeremy Swayman, parce que les Bruins ne peuvent pas le forcer à signer un contrat puis venir. Deuxième des choses, les Bruins avaient un autre excellent gardien de but Linus Ullmark. qu'ils ont échangé à Ottawa. C'est donc dire qu'il l'identifie comme la relève. Absolument. Là, tout le monde peut se dire hey, pourquoi ils ont pas gardé Ullmark ou ils ont fait le trade aussitôt. Semblerait-il que Ullmark avait une clause limitée de non-échange qui fait en sorte qu'il y avait un nombre d'équipes à laquelle on pouvait l'échanger, puis à partir du 1er juillet, cette liste-là pouvait changer, et donc l'échange au sénateur d'Ottawa était peut-être plus disponible. Tombé à 15 clubs, je pense. Bon, c'est ça. Donc, mais là, ce qui m'amène à ta question, pourquoi faire ça maintenant? Ben, c'est que je pense que les Bruins n'ont plus de leverage. T'sais, ils peuvent plus vraiment menacer Jeremy Swayman de quoi que ce soit, parce que c'est... Écoute, ils peuvent pas l'amener en arbitrage, ils peuvent pas signer un autre goaler. Fait après ça, les Bruins sont rendus à ben regarde, on va la jouer tough. En tout cas, moi, c'est le même que je le vois. Puis après ça, il y a toutes des notions que est-ce que s'ils signent pas, ben non, hypothétiquement, ils s'entendent pas. Puis si le 1er décembre, il n'a pas signé, il ne peut pas jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça. C'est ça. Fait que son année RFA, selon moi, va être extensionnée d'1 an. Moi, je sais pas, tu sais, parce que mettons dans la NFL, c'est une situation comme ça, OK? Ils appellent ça contract tolling. Que, toi qu'il te reste 1 an de contrat, dans certaines situations précises, cette année-là redevient repoussée. Elle n'est pas brûlée. Puis ça, c'est un point qui est important. Parce que là, dans la question du leverage, il y a toute la question de dire, c'est quoi vraiment le plan B à Swayman? À un moment donné, il faut qu'il l'échange. C'est que je pense que ça va s'enligner
pour un échange ou qu'il va y avoir une rencontre, tout le monde ensemble, pour essayer de réparer les ponts cassés. 2 affaires. S'il est dans un autre club, est-ce que c'est déjà réglé? Puis présentement, est-ce que c'est pas réglé parce que c'est les Bruins et les Bruins sont cheap? Payent les gars pas très très cher. Pasta a fait un peu de résistance dernièrement. Il y a eu beaucoup d'argent. Puis l'autre couche là-dedans sur laquelle je veux vous entendre, c'est qu'on dirait que Jeremy Swayman est devenu le délégué syndical des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey, puis qu'il veut que son contrat devienne le nouveau standard pour les gardiens de but. Alors qu'il y en a plein qui sont payés moins cher que l'argent qu'il demande, qui sont aussi bons que lui, sinon meilleurs que lui. Moi, je trouve ça cool qu'on voit ça au hockey. On voit ça au foot à chaque année, des affaires de même. Ouais. Des hold-out, des gars qui veulent se faire échanger. T'as Hassan Reddick avec les Jets. Excuse de passer au foot, mais ça Non, fait c'est pas comme grave. 4 matchs qu'il joue pas, qui se fait mettre à l'amende à chaque match Ouais. qu'il joue pas. Puis c'est comme, ça c'est quand même extrême, mais ça reste que des situations même arrivent régulièrement. Écoute, au final, il y a toujours des joueurs qui vont essayer d'aller chercher plus pour une certaine position. Puis la question des gardiens de but, c'en est une, on le voit. Un peu comme les porteurs de ballon au football qui ont essayé C'est ça. longtemps d'aller chercher ce marché-là. Puis tu as vu des joueurs qui ont hold out, des joueurs qui ont vraiment poussé fort. Puis que finalement, il y en a qui l'ont eu, il y en a qui l'ont pas eu. Mais qu'il y a eu quand même plusieurs avancées là-dessus aussi. S'il y a bien une position au hockey qui a vu sa valeur proportionnelle diminuer, Ouais. je pense que c'est les gardiens de but. Après ça, est-ce que c'est dû à tous les DG se sont mis ensemble à Boca Raton pour commencer à jaser et dire hey, on paye plus les goalers? Moi, je pense que c'est la valeur accordée à la position a un peu diminué à cause de comment que les équipes gagnaient et Exactement. avec qui ils gagnaient. Ben oui. Donc, mais n'empêche que un agent, un athlète a fort intérêt à ce que sa position redevienne valorisée. Puis c'est là qu'on a eu une période un peu plus creuse, là, mettons, en termes de gardien de but Ouais. étoile, mettons. C'est vrai. Tu sais, on a... Puis ça a été... tu sais, Vegas a gagné la coupe avec... Aiden Hill. tu sais. Après ça, on a quand même Edmonton l'année Skinner passée. est en finale. Tu sais, Skinner est en finale l'année passée. Tu sais, donc, c'est pas que les gardiens de but ne sont pas bons ou n'ont pas de bonnes statistiques. Non. C'est que les La game a équipes... changé. C'est ça. Les équipes se disent, ben regarde, on peut gagner autrement. On n'a pas besoin de surpayer pour un gardien de but parce que notre système de jeu, notre défensive, Ouais. ou peu importe les autres aspects de notre jeu dans lesquels on va investir plus significativement. Puis peut-être que ça remplit plus de bancs en passant. Là. Un gars qui score Ben oui. 40 goals versus un gars qui a 9 jeux blancs. Fait que tu sais, il y a peut-être ça aussi. Fait que moi, je pense que c'est normal ce que Jeremy Swayman essaie de faire, mais il y a Shesterkin aussi qui va veut rentrer 12. dans le... tu sais, fait que on va voir. On va voir, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gardien de but étoile. Puis tu sais, juste un point là-dessus, je pense qu'il faut jamais oublier quand on analyse des contrats, quand on regarde les demandes Ouais. salariales, de toujours le regarder, l'analyser en fonction de pourcentage de la Ouais. masse salariale. Et ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font quand ils analysent des contrats. Ils regardent le montant total. Fait que Parce quand- que dans 5 ans, si le cap est rendu 100 millions, son 8 millions et plus le même pourcentage. Ben, c'est ça. Fait que Ouais. dans le temps que Carey Price a signé avec le Canadien, il faudrait sortir, là, je ne l'ai pas à énorme. côté, là, mais Ben, c'était le énorme. cap percentage, le pourcentage du cap, il était énorme. C'était quasiment 15%. là. Tu sais, Ouais, ça devait être pas loin de ça. Des Ça- gars dans le coin de 80 millions, puis c'était 10 millions, I guess. Ça- Ouais. ça- Peut-être plus que ça. 10,5 puis son capit, ça représentait pas loin de 15% à peu près à ce moment-là. tu sais, 15%. Fait que si tu traduis ça, mettons que le cap monte à 100 millions. C'est 15 millions. C'est 15 millions par année pour un goaler. Pour ça qu'il y a des gens Puis- qui pensent que Connor McDavid va signer 20 millions par saison. Ben, ça va monter parce que le pourcentage du cap, ça va le refléter. C'est Ah ouais. toujours comme ça qu'il faut le comparer. Fait que pour moi, le fait que, tu sais, quand Neely a dit 8 et 8, 64 millions pour Ouais. Swayman, j'ai des gens qui, avec des chums, on se textait, hey, ça n'a pas de bon sens, ils demandent ça, c'est bien trop cher. Je dis, ouais, mais dans 4 ans, le cap va monter tellement Ouais. que sur 8 millions, le pourcentage ne vaudra plus grand-chose. Fait que peut-être que l'agent de Swayman ou les deux, ils visent un contrat plus lucratif qui va suivre un peu l'inflation pour garder un pourcentage du cap cohérent avec le reste. On va finir avec ça parce que ça m'intrigue. Mettons que ça se règle. Puis que les Bruins, puis là je demande guillemets, là, gagnent. Puis Swayman signe 8 x 8. Mm. Comment ça se passe un joueur et son agent qui retourne à l'aréna après l'avoir signé dans un contexte comme celui-là? Dans quelle ambiance? Tu sais, quand... Parce que si les Bruins commencent, ils perdent leurs 6 premiers matchs, Swayman va avoir 9, 10 s'il veut, ou à peu près. Si les Bruins commencent avec Korpisalo, puis Korpisalo colle les victoires, puis Swayman, il faut qu'il signe, il va signer à 8. Mais moi, il y a une affaire, par exemple.
je crois que Swayman a tout le support de ses Ben oui, coéquipiers. 100%. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis, fort probablement même du coaching staff. Puis tout, tu sais, je me rappelle. Ah, c'est dans les bureaux que ouais, ça se passe. c'est ça. Tu sais, à BPM, on a André Tourigny comme, Ouais. collaborateur. Puis, il nous expliquait que lui, c'est un player's coach. Là. Tu sais, Ah oui, ben lui, il dit si mon directeur général m'appelle, je vais lui dire faut tout le temps qu'il gagne plus. Sont tout le temps sous-payés. Tu sais, dans le sens, fait que moi, je pense que, mettons, je sais que je réponds partiellement à ta question, là, mais pour moi, je pense que ça n'aura pas d'incidence sur sa relation avec ses coéquipiers ou dans la chambre, puis que les gens ses coéquipiers vont être très contents de l'accueillir. Moi, je pense que dans cette équipe-là. 100% d'accord. Au contraire, je trouve les Bruins, le front office a beaucoup plus à perdre vis-à-vis des joueurs de l'équipe. Parce que les joueurs se parlent. Puis par rapport au reste de la ligue. Ben oui, puis Ouais. les joueurs de la Ligue voient ça aller. Tu penses-tu vraiment que hier, les grands décideurs des Bruins étaient contents de ce que Neely a fait? Aucune chance. Aucune chance. Parce que ce que ça fait, c'est que ça l'envoie un message que si Aux on autres s'entend joueurs. pas, Ouais. on va aller sur la place publique. Si on s'entend pas, on va te lancer en dessous du boss. Puis les joueurs sont quand même très solidaires. Puis quand Ça, ils c'est voient sûr. ça passer, il y a des joueurs qui vont peut-être dire, ben là, Jeremy, c'est une bonne offre, là, prends-la. Tu sais, je comprends pas pourquoi t'attends. Mais il y a personne qui va remettre en question le fait qu'il se bat pour aller chercher ce que lui pense qui est dû. Puis encore, je reviens avec ce que je disais au début, pour moi, c'est la façon de faire. Il n'y a rien de mal de ne pas s'entendre. Ça fait partie de la game. Une négo va pas toujours finir avec une résolution positive. Mais c'est la façon que tu t'y prends qui, pour moi, vaut beaucoup plus que même le résultat final. Très bon, les gars, on va arrêter là-dessus quelques secondes seulement. De l'autre côté, pour le premier grand bloc de discussion, on va parler des fameux financements du gouvernement dans les différents événements sportifs au Québec. C'est le podcast Les Compteurs, la business du sport sur la Commission athlétique. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavani. Le gouvernement du Québec a octroyé 6,5 millions de subventions à l'événement La Coupe des présidents qui est débarqué à Montréal en fin de semaine, un événement qui était dans les livres qu'on travaillait depuis très longtemps. Le gouvernement fédéral a ajouté à ça 2,5 millions de dollars en subventions pour un grand total de 9 millions. Ça a crié partout qu'on ait subventionné cet événement-là. Puis là, on va parcourir les exemples aujourd'hui, mais partons de celui-là parce que c'est vraiment ça qui a mis le feu au poudre cette semaine. La ministre Caroline Proulx est venue dans notre émission, dans le Club du matin, défendre un peu l'investissement du gouvernement. Je vous donne des chiffres rapidement, puis on en discute après. On parle de retombées pour Montréal de 80 millions de dollars. On parle de 42 000 nuitées à l'hôtel depuis, pas juste pour la fin de semaine, mais depuis l'événement, depuis le processus. On parle de création d'une centaine d'emplois. On parle de mise à profit de plus de 13 compagnies du Québec qui ont été sollicitées pour travailler soit dans les hôtels, soit sur le parcours, soit à l'organisation. Bref, ça a bougé du monde. Comment vous réagissez à des subventions pour des événements sportifs qui, je vous le rappelle, dans le cas de la Coupe des présidents, sont diffusés dans plus d'une centaine de pays dans le monde et qui vont vraiment faire briller Montréal partout? Je suis curieux de vous entendre là-dessus. Ben, à la base, il faut voir ces montants investis, comme le mot dit, comme un investissement. Puis la façon de l'évaluer après, c'est quoi le retour sur investissement? Ouais. Puis un retour purement financier de dire, OK, le gouvernement du Québec met 6 millions ou 6,5 millions et en TVQ au Pro Shop, qui pour ceux qui sont allés, on a vu le Pro Shop devait faire 40 000 pieds carrés. un terrain de foot presque au complet juste de Pro Shop. C'était C'était hallucinant. huge. C'était huge. J'ai le chiffre, le voulez-vous? Ouais. Il s'est vendu 12,5 millions de merch en fin de semaine. Bon, fait que 12,5 si, millions de dollars de marchandises à la Coupe des fait que présidents. juste là, C'est Un plus point- d'1 million en Ouais. TVQ. ouais, juste Juste en ça. TVQ, sans compter la bouffe, sans compter, juste en merch. Fait que tu reçois ce retour-là. Après ça, faut vraiment regarder les retombées économiques dans différentes catégories. Comme je dis, l'argent directement retourné. Mais il y a aussi des intangibles. À NBC, qui avait au-dessus de 100 millions de téléspectateurs Ouais. qui ont regardé ça en fin de semaine, d'avoir eu un topo sur Montréal, avec les highlights de Montréal, avec qu'est-ce qui intéresse, pour attirer les gens vers la ville, vers Ouais. le Québec. Puis ça, tu sais, je parlais avec quelqu'un hier, on parlait de ça, puis il dit, tu sais combien ça vaut, ce placement de pub-là? Acheter ça. Combien acheter ça? Combien ça Ouais. doit coûter? Fait que ça, c'est de l'argent aussi de plus qui revient en termes de retombées. Fait que quand tu comptes tout ce que tu as mentionné,
je pense qu'on est vite à critiquer de l'argent mis dans le sport. Faut pas oublier que, je n'ai jamais travaillé en politique, mais j'ose croire que c'est des montants qui sont déjà budgétés à l'avance, qui ont de l'argent mis de côté pour des genres de placements. Parce que c'est Ils des vont pas placements. piger dans le portefeuille de la santé. Là. Puis- C'est pas ça. Là. Moi, je trouve qu'avant de critiquer, donnons la chance aux coureurs pour voir qu'est-ce qui rentre réellement. Fait que Ouais, moi là-dedans, là, tu sais, soyons, on va être vraiment transparent. Là, tu sais, peut-être que notre jupon dépasse un peu. Là, tu sais, toi, t'as ton kit Moi, de Coupe du Président j'ai aujourd'hui. la casquette Puis, de moi. c'est ça, Mais on ouais. est dans le studio de la Commission athlétique, dans les bureaux de BPM Sport aussi. Tu sais, on est dans la business Du sport. Ouais. Puis on aime le sport. Je pense qu'on fait Ouais. ce métier-là, on l'a dit d'entrée de jeu, Ouais. parce qu'on aime le sport. Cela étant dit, moi, je pense qu'on doit... c'est le sport est un divertissement extrêmement apprécié d'un très gros groupe dans la population. Ouais. Puis, je pense que le sport est une vitrine sur notre ville, C'est vrai. est une manière de se divertir complètement légitime, Ouais. qui soulève les passions. La vie n'est pas tout le temps facile. Le sport est souvent un échappatoire et souvent quelque chose comme Ah oui. les gens se divertissent. Il faut décrocher dans la vie. Il faut se divertir. Totalement. Ça, c'est important. Et les villes ne sont pas tous égales en termes de Non. taille, en termes de moyens. Et donc, si on veut offrir aux Montréalais, aux Québécois aussi, là, soyons candides, Ouais. des événements comme ça, nous, on est dans un cas qu'il faut aider cette industrie-là. Comme on aide l'industrie de l'aérospatiale, parce qu'on veut être un joueur là-dedans, parce que ça crée des bonnes... Tu sais, pour moi, fait que ça, moi, c'est un point, là, avant de calculer les retombées, avant tout ça, là, de l'offrir à la population, je pense que c'est de quoi qu'il ne faut pas négliger. 100%. Puis, je pense pas que le fait qu'il y ait un Grand Prix à Montréal ou qu'il y ait eu la Coupe des présidents, ça a fait en sorte qu'on a prescrit moins de Prozac cette semaine. C'est pas ça que je veux dire. Non. Mais ça reste important. Après ça, ton argument, la vitrine que ça donne sur notre ville, je pense que c'est extrêmement difficile à mesurer, mais que je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour penser que ça n'a pas d'impact. Puis l'histoire là-dedans aussi, c'est que quand on voit les événements arriver puis qu'on voit leur gradation, des fois, on se pose des questions par rapport à l'impact ou, tu sais, le terme anglais qui dit le kickback que ça va nous donner. Les Kings vont débarquer cette semaine au centre Vidéotron. Ils ont reçu le même montant d'argent que la Coupe des présidents pour 2 matchs hors concours, alors qu'ils se promènent de ville en ville à des endroits où on leur donne 0 pour qu'ils puissent y aller. Pourquoi certaines subventions passent très bien aux yeux des gens et pourquoi pour d'autres, il y en a que c'est un non-sens qu'on les finance. Exemple, celle des Kings, qui, puis je me souviens, on a fait de la tribune là-dessus. À 80%, je vous dirais, ça a très mal passé, l'argent octroyé aux Kings. Ben, parce que ton retour sur investissement ne sera pas le même. C'est ça. Au final, tu Ce fais un... match-là, il va être diffusé au Québec. Puis, Puis les Kings qui vont voir, tu sais, les gens de LA qui vont voir le centre Vidéotron vont pas dire, hey, aller à Québec. Là. Non, Mais c'est non. ça. pas en T'sais, tout. On Puis peut c'est peut-être voir un château Frontenac, mais premièrement, un match pré-saison. Deuxièmement, je veux dire, je comprends la Ville de Québec, puis je comprends le retour des Nordiques, puis je comprends tout ça, mais ça reste... Les gens de Québec, ils ont accès à du hockey, que ce soit les Remparts ou les Canadiens ou le Rocket, puis, ou d'autres équipes genre majeures. Puis d'amener, oui, il va y avoir des gens qui vont y aller, mais tu vas-tu avoir autant d'intérêt, autant de retombées? Selon moi, tu sais, j'avais fait de la recherche hier en m'amusant, Ouais. puis je regardais un peu les différents éléments au Québec qui ont eu des retombées économiques intéressantes. Le tournoi puis oui à Québec va sûrement, en fait, fort probablement rapporter beaucoup Ben oui, plus c'est d'argent sûr. en termes de retombées C'est économiques sûr. que ces matchs-là. Fait que quand tu penses que la retombée en 2024, c'était 18 millions pour le tournoi Pee-wee. tournoi puis Puis ils reçoivent 250 000 en subvention. La subvention est vraiment pas la même. Puis tu sais, il y a des gens qui se demandent pourquoi on leur en donne pas plus au tournoi Pee-wee de Québec. Pour moi, la réponse, c'est qu'est-ce qu'ils feraient avec cet argent-là. Si vous nous arrivez avec un plan qui fait en sorte que le 500 de plus qu'on te donne va me donner 10 de Oui. plus, hey, go, on signe le chèque. Mais tu sais, c'est difficile de frapper pour 1000 aussi dans la vie. c'est Là, sûr, honnêtement, ben oui, là, c'est tu sais, sûr. dans tous les aspects de nos vies respectives professionnelles, tu sais, on se trompe. Là. Ben oui, ben oui. tu sais, fait, Oui. fait que ça arrive. Fait que moi, honnêtement, puis faut en parler, je pense qu'une subvention comme ça pour un match pré-saison, tout ça, je pense pas que c'est la meilleure des décisions. Non. Mais moi, si on est pour discuter du concept même de financer le sport professionnel, Ouais. puis moi, que ce soit des événements, mais d'autres choses aussi, là, tu sais, je lisais
il y a 27 des 30 stades de la NFL. Il y a 32 équipes, mais il y a 2 équipes qui jouent dans le même stade. Là, fait qu'il y a 30 stades. 27 villes ont offert une forme de financement public pour un stade. Ah oui. Puis donc, là-dedans, tu as des immenses villes. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie de la culture. C'est super important pour une ville d'avoir ses équipes sportives. Puis ces installations-là ont une incidence positive sur leur marché respectif. Fait qu'on ne peut pas frapper pour 1000. Moi, je pense que Québec, c'est un bon exemple de quand il faut faire attention. Est-ce que c'est lié au fait qu'on a financé l'aréna puis que, en ce moment... faut mettre des affaires dedans pour justifier qu'on ait financé l'aréna. Puis en passant, là, on fait état que le match des Kings n'est pas tout vendu, mais ça risque d'être un des événements qui a vendu le plus de billets dans le centre Vidéotron. Quand même. Parce qu'ils ne remplissent pas. Pas pour les shows, pas pour le hockey. Ils sont tout le temps formés l'amphithéâtre. Exact. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Là. On a construit une aréna de Ligue nationale dans un marché qui n'est pas, en tout cas actuellement, un marché de Ligue nationale. C'est un autre débat. Là, mais... Dans toute la discussion de comment on octroie l'argent, je me souviens de la discussion qu'on a avec Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, puis elle nous disait, moi, j'ai des objectifs du PM. Il dit, pour cette année, là, moi, je dois rentrer 4 milliards de dollars en capitaux qui ne viennent pas du Québec. Fait qu'elle, là, sur son board, elle dit, puis l'an prochain, mon objectif est à 6 milliards. Fait qu'elle dit, comment veux-tu que j'atteigne ça si je suis pas en train d'investir? Si c'est 6 pour 80 ou 6 pour je sais pas combien, on va y aller puis on va le faire. Puis j'essaie de me mettre à la place de la ministre de la ministre du Tourisme. C'est toute une commande que de rentrer 4 milliards et 6 milliards de capitaux étrangers, de prendre du monde du nord des États-Unis, de prendre... Tu sais, en fin de semaine, dans la Coupe des présidents, là, il y avait des Américains, des chapeaux, puis tout ça. Hey, les gars, vous venez de où? Arizona. Ah ouais, l'Arizona. Elle dit, passez-vous la semaine ici? Ouais, on passe 7 jours ici. Vous êtes venus juste pour la Coupe des présidents. Ouais, puis on a acheté des billets pour la game de hockey. Vous dormez où? On prend un hôtel dans le centre-ville. Là, vous n'êtes pas fait des lunchs. Non, ils ont allé manger là, on est allé manger là, on est allé manger là. Je leur ai demandé, les gars, combien ça vous coûte votre semaine? Juste par curiosité. Ils disaient à peu près 10 000 à 2. Puis le taux de change est avantageux pour eux. Pour eux autres, ben oui. Tu sais, c'est énorme. Moi tu sais, s'il y a une chose, c'est le calcul de retombées économiques, c'est une science extrêmement inexacte. OK? Tu sais, je lisais une couple d'affaires, mettons, pour le Grand Prix des États-Unis à Austin, au Texas. Okay? Au Texas, tu as accès à un partage des profits avec le gouvernement quand tu amènes des événements internationaux sous forme de retour sur les taxes que tu as générées pour l'État. Puis, tu sais, ils ont commencé à faire le calcul en disant, bon, ben, montre-moi que, tu sais, dans telle région géographique, on a eu plus de taxes à la consommation, plus de taxes d'hôtel, plus de taxes pour les locations de voitures. Puis, honnêtement, ils sont arrivés à la fin pour dire, eh boy, il y a eu certains endroits ou certains domaines où que les revenus ont baissé pendant cette semaine-là, malgré le fait qu'il y avait un Grand Prix. Cela dit, tout le monde s'entend pour dire qu'il y avait 100 000 personnes qui ont loué des chambres d'hôtel, qui ont fait des affaires, tout ça. Fait que l'impact économique est là. C'est juste que j'entends moins parler de « prouve-moi l'impact économique d'avoir construit la Maison symphonique à Montréal ». On dirait qu'on accepte plus... pourquoi? Parce que l'art et le sport, ça. Non, ouais, mais il y a aussi le concept que les gens savent qu'il y a des multimillionnaires, milliardaires derrière le sport professionnel. Ça les gosse. Et ce qui arrive, c'est que les gens, leur réflexe, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on finance des gens qui ont les poches très, très profondes. Mais pour ça que... Mais c'est parce que quelqu'un d'autre va le faire. Ben c'est ça. C'est ça la réponse. Ben c'est ça. Puis moi, je trouve qu'au final, comment tu évalues si c'est un bon move ou pas? Puis comme tu as dit, tu frapperas jamais pour 1000. Il y en a des fois que tu vas te tromper, puis c'est correct. Mais c'est que au final, ces investissements-là permettent justement, avec les retours, peut-être investir dans des causes où est-ce que tu reverras jamais cet argent-là. Non. Mais tu vas améliorer la qualité de vie des gens. Tu vas améliorer l'ambiance, la ville. Tu vas améliorer des éléments plus intangibles. Mais ça devient de la philanthropie. Ça devient de la philanthropie. Ben, en fait, ça devient de l'investissement. Tu comprends-tu? Au-delà de la philanthropie. Je pense que c'est là qu'il faut le voir. C'est que on t'a donné tant de subventions, ça a généré combien de retombées? On oublie l'élément que vous avez parlé au départ, la visibilité que ça donne à la ville. Puis ça a une pérennité. Puis c'est pas quelque chose... Tu sais, mettons, moi, là, j'ai trouvé ça, là, je dis n'importe quoi, là, j'ai vu un Grand Prix d'F1 cette année, mettons, aux Pays-Bas, puis j'ai trouvé que c'était vraiment beau.
je vais peut-être pas y aller cet été, je vais peut-être y aller dans 2 ans, mais c'est pendant le Grand Prix que j'ai découvert les images de tout ça. Fait faut. Puis ça aussi, c'est le fait que c'est circulaire. Là. Dans le sens, s'il y a de l'argent qui rentre, c'est sur le long terme. Fait que, je trouve que des fois, de dire, hey, on t'a donné tant pour un week-end ou pour une semaine, puis on l'a pas retrouvé toute cette fois-là. C'est pour ça qu'il faut regarder le retour dans différentes catégories. L'argent qui revient direct, TVQ, taxi, taxa. Les taxes sur les chambres d'hôtel. Ça, c'est de l'argent direct. Quand tu peux le calculer, ben oui. Mais après ça, il y a tout l'intangible. Puis, écoute, je parlais à quelqu'un hier qui me disait, moi, j'ai appris quelque chose de super intéressant. Saviez-vous qu'en ce moment, la croisière qui se vend la plus chère au monde, OK, à ce temps-ci de l'année, c'est celle qui part de Montréal et qui va à New York. Hein? Oui. Puis pourquoi? Parce qu'on le prend pour acquis, parce qu'on vient d'ici. Mais on est dans les seuls endroits au monde où on a les couleurs d'automne comme on les a. C'est les bateaux qui partent de Montréal et qui vont Québec, Charlevoix, peut-être Maritime, puis redescendent, à ce temps-ci de l'année, tu vois toutes les couleurs. Puis quand, moi j'étais sur place, mais quand je regardais les gens qui regardaient la télé, la Cour du Président, à un moment donné, samedi soir, je pense que quand le soleil tombait, puis là tu voyais les couleurs, puis la vue. Je veux dire, c'est sûr que ça, c'est comme dans les affaires intangibles, tu peux pas mesurer tout de suite, Non. mais tu crédibilises la Ville de Montréal et ça la met sur la map. Versus, exemple, la Coupe du monde de soccer. Oh. OK? Non, mais un sujet sensible. Mais c'est un sujet sensible, mais la Coupe du monde de soccer, le temps nous dira si la Ville de Montréal a pris une bonne décision de pas embarquer là-dedans. Puis ça y va par intérêt. Tu sais, moi, le soccer, puis je l'ai toujours dit, c'est pas un sport que ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, aller voir un match Kazakhstan-Uruguay, là, fait que moi, qu'on n'investisse pas dans la Coupe du Monde, perso, là, dans mes intérêts personnels d'enfant unique égoïste qui vous parle, ça me dérange pas. Le golf, ça fait partie de ma vie, je leur aurais donné 20 millions. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça devient émotif et que les gens réagissent selon leurs propres intérêts aussi en même temps. Mais la Coupe du monde de soccer aurait attiré des millions de gens. Objectivement, t'es mieux de mettre 9 millions dans la Coupe du monde que 9 millions dans le golf. Selon moi, mettons. Puis je suis pas en train de... Il faut arrêter de mettre... C'est jamais un ou l'autre là, dans la vie. Là. Mais le coût à Toronto va finir par être pas loin d'1 milliard. Là. Pour Toronto et Vancouver, puisque Caroline Proulx nous a dit en ondes la semaine passée, elle dit, je ne l'ai pas pris parce que dans notre calcul de coût, on allait frôler le milliard, qu'on allait avoir pas 6 matchs, mais 3 matchs. On n'était même pas assuré d'avoir le Canada, qu'on allait peut-être avoir Kazakhstan contre je sais pas trop qui. J'ai pas envie de prendre ce risque-là. Et en plus, elle, son plus gros no-go, puis là, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas, c'est que dans le cahier de charge de la FIFA, ça dit un mois avant et un mois après, il y a un blackout. Tu peux pas tenir d'événement. Donc ça faisait en sorte qu'il était obligé d'appeler Formula One Racing pour dire est-ce qu'on peut déplacer le Grand Prix du Canada. Puis ça, il n'était pas prêt à faire ça. Non, puis encore une fois, je pense que ça revient à tu frappes pas pour 1000. Tu peux en donner, puis le temps nous le dira. La Coupe du monde, c'est probablement le plus gros événement ça, c'est officiel. Au monde. Fait que, tu sais, on dirait que quand tu as l'opportunité de le faire, Colin de Ben, tu sais, quand ils ont fait la première Coupe du monde aux États-Unis, ça l'a donné naissance à la MLS. Rien de moins. Ah oui. Tu sais, ça l'a tellement boosté la popularité du sport, puis ça l'a créé un ça a été un grand succès à Montréal. C'est ça. Puis je pense que ça a été bon. Tu sais, après ça, les coûts, honnêtement, on n'a certainement pas eu accès aux chiffres que la ministre a eu. Ça c'est sûr. Fait que, tu sais, on peut pas faire une analyse complète, mais tu sais, si on part de la prémisse de base, en tout cas de mon opinion pour moi, puis c'est la mienne, moi, je trouve que, tu sais, c'est difficile de dire « Aïe, on a attiré le plus grand événement de sport au monde à Montréal, puis ça a été une mauvaise décision. » Oui. Ben, c'est sûr que, tu l'as dit d'entrée de jeu, on est des fans de sport, puis je pense qu'on est aussi des fans de la Ville de Montréal, puis on aime que la ville rayonne. Moi, je te disais avant qu'on commence, j'étais très nostalgique dimanche soir. Aussi. J'étais comme, mon Dieu, on vient de vivre quelque chose d'extraordinaire, les meilleurs golfeurs au monde. Puis ça reviendra pas. Puis ça reviendra pas peut-être un jour, mais pas pour les 20 prochaines années. C'était quand? C'était 2007 la dernière fois? 2007 la dernière fois. Les événements sont signés jusqu'en 2040. Puis le problème, c'est que Montréal veut et démontre de l'intérêt à travers le gouvernement qui est en place actuellement, puis la ministre Caroline Proulx. Ça va peut-être changer cette année, un changement de gouvernement, mais à Melbourne, en Australie, on vient de signer 2 éditions, 2028-2040. L'Australie signe un paquet d'événements sportifs présentement, puis ils déplie parce qu'ils le savent. J'ai même lu un article
sur l'Australie qui sont capables de faire une corrélation entre le bonheur que les gens ont à vivre dans certains endroits pour l'accès à l'événement, en mettant en place des événements sportifs et des événements culturels. Puis dans l'article, on dit même que même si les événements culturels rapportent le 8e de ce que les événements sportifs font, ça rend tellement de gens heureux, puis ça fait tellement de bien qu'on y va pareil. Tu faisais référence à la Maison symphonique tantôt. Ah ouais. Il n'y a pas un joueur de violoncelle qui va faire du violoncelle devant 50 000 personnes. Puis ça ne sera pas vu à la TV dans 110 pays, mais ça répond à un besoin. C'est super important. Puis, moi, l'Australie, là, en termes de nation de sport, j'y trouve incroyable. Ouais. Tu sais, Ah de oui. un pays de cette taille-là, là, puis là, je parle pas de la grosseur de l'Australie, mais bien de la population qui Ouais. performe aussi bien aux Olympiques. Pour moi, là, ça, là, c'est une roue du bien-être. Bien, c'est sûr. Le sport est mis de l'avant comme étant quelque chose de sain, comme étant quelque chose d'important dans la vie, mais aussi c'est qu'il donne les meilleurs événements sportifs au monde, que tu vois, t'inities les jeunes. Tu sais, pour moi, tu sais, quand tu y penses, là, en Australie, ils ont un grand prix, ils ont un tournoi du Grand Chelem tu sais, au niveau du tennis, Ouais. ils ont des grandes ligues avec l'Australian Football, Aussie Rules, puis, ouais. Football, Ah ouais. tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que, honnêtement, pour moi, c'est un exemple à suivre, l'Australie, là, tu sais, par rapport au sport. Puis je pense que tout est dans tout par rapport à cette approche-là par rapport au sport. On va donner les meilleurs événements, il va y avoir de la visibilité, on va encourager les gens à pratiquer ces sports-là. Moi, je trouve ça débile ce qu'ils font là-bas. C'est certain que j'aurais le goût qu'on le fasse plus ici, mais on le fait pas. Là. Non, mais honnêtement, ça chiale, mais on le fait quand même. Non, on le fait. On le fait, puis ça chiale après. Mais ça. c'est Ça juste chiale que- après dans la livraison. C'est ça. C'est juste que. Puis le point que vous amenez est vraiment intéressant parce que on le regarde d'un point de vue, tu sais, on met de l'argent, le gouvernement met de l'argent, c'est pas correct. Mais je pense qu'il y a eu tellement de gens qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire avec cet événement-là. C'est sûr. Tout comme. Ça dépend de ton sport. Dans 2 ans ou l'année prochaine, c'est les mondiaux du cyclisme. 2026. 2026. Ouais, championnat du monde Bon. de cyclisme. Moi, je suis pas un grand fan de cyclisme, mais il y en a qui le sont, puis qui vont y aller, Ah, c'est fou la communauté vélo. puis qui vont triper. Ouais. Puis, ultimement, je pense qu'à un moment donné, tu l'as dit, Alex, c'est du divertissement. Mm. Puis les gens ont besoin de décrocher. Mais hein? Puis, moi, le vendredi, je me suis réveillé, j'avais hâte, je m'en pouvais plus d'aller à la Coupe des Présidents. J'ai trippé, puis la Coupe du monde de soccer, ça aurait été incroyable, Ah oui. mais peut-être la facture est extrêmement, extrêmement salée. Puis, tu sais, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, là, c'est que, tu sais, on est 3 privilégiés. Oui, oui. Tu sais, dans Oui, le sens, oh oui. avoir des tickets ou, tu sais, Oui, passe oui, média. oui. ou Oh, ouais, aller whatever. voir les événements. Fait que nous, on y a accès à ces événements-là, puis c'est pas tout le monde qui y a accès aussi. Fait que, tu sais, Ouais, puis je c'est pense vrai. pas qu'on va rentrer dans ce débat-là, mais la vitrine que ça donne à Montréal, ça, je pense que peu importe. Tu sais, moi, j'opine que, tu sais, ça a un effet positif, tu sais, si on fait l'équation. Après ça, pour l'offrir aux gens d'ici, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Parce que, tu sais, moi, j'étais allé à la Coupe des Présidents, on avait un partenariat avec eux. Moi, j'ai probablement pas vécu la même expérience que tout le monde. Mais je pense que, honnêtement, les billets Ouais. d'admission générale étaient somme toute Moi, c'était la accessibles. mission générale. OK. Moi, Moi, j'ai j'ai payé combien pour... Écoute, moi, ça m'avait coûté. Je pense que c'était à peu près 150 $ le billet. Tu sais, puis moi, j'ai vu une affaire pour la Coupe des Présidents que j'ai trouvé une initiative absolument incroyable. Tout adulte avec un ticket Ouais. peut amener Oui, 2 enfants J'ai de amené, moins de 15 j'ai amené ans. mes 2 enfants. Donc, ça, c'est... Parle-moi d'un sport qui veut se renouveler puis s'initier Ah oui, absolument, puis il aux le gens. savait. Puis à travers tout ça, puis tu sais, on terminant avec ça sur la Coupe des Présidents, c'est qu'on a réussi à convaincre, parce que l'édition de 2007 n'était pas ce que l'édition de 2024 a été avec les tours TV, le stade, la musique, c'était pas ça. fou, là. là. On a réussi à convaincre les membres du club de golf Royal Montréal, qui est un club privé, qui est un club assez ouvert d'esprit, mais quand même assez traditionnel dans sa façon de faire, d'accueillir ce qui est devenu le golf professionnel aujourd'hui. On va te bâtir un stade de 5000 personnes sur ton premier. Tu vas perdre ton terrain pendant 3 semaines. On va démonter les tours l'hiver, puis en début de saison prochaine, tu ne pourras pas jouer chez vous. T'sais, on les a convaincus de ça. Et les premiers gens qui ont levé la main pour dire « je vais être bénévole », c'est les membres du Royal Montréal. Et les premières personnes qui ont acheté des loges, c'est les membres du Royal Montréal. Moi, je pense que, en tout cas,
le golf, là, toi, t'es un fan de golf. Ah. Là, plus on parle pas de business du sport, mais le golf a besoin de plus de match play. Là. C'est Ah, tellement Ah, les divertissant. compétitions par équipe. Là. C'est incroyable. c'est- Honnêtement, là, ça pour vrai, là, c'est Ah ouais. c'est vraiment cool. Puis honnêtement, les installations, là, les 600 000 pieds carrés d'estrade puis d'affaires, là, moi j'en ai bénéficié de quelques-unes. Puis honnêtement, C'était complètement spectaculaire. fou. Ouais. C'était complètement fou, mais c'était une super belle discussion. Puis on aura la chance d'inviter la ministre Caroline Proulx là, quand elle avait annoncé que d'autres subventions sortent du portefeuille. Et avant qu'on parle, j'ai le goût de tester les compteurs pour voir si vous avez une bonne idée, un bon œil sur combien peuvent valoir aujourd'hui des franchises dans la Ligue nationale de hockey. À toute fois qu'on va terminer le show, on va s'essayer avec un petit jeu comme ça sur des valeurs d'athlètes, des valeurs de franchise. Aujourd'hui, Alex, sache, je vous demande les 10 formations de la Ligue nationale de hockey, selon vous, selon Forbes, qui valent le plus cher. Vous allez devoir me trouver les 10 et essayer de les placer dans le top 10. Ok. Commence, Alex. Ouais, ben, il y en a des faciles. là. Ouais. Fait que là, tu veux qu'on claire les faciles? Pas clairer ou- facile Ok. pour garder le suspense pour la fin, Ok. savoir comment on est pas Fait bon. que moi, je suis pas mal sûr que je connais le top 3. Là. Vas-y. OK, allez-y. Fais-moi le top 3. Ben, là, ça doit être New York, Toronto, Montréal. Moi, j'aurais mis Toronto en premier. Ouais. J'aurais mis- Toronto, New York, Montréal. J'aurais mis Toronto, New York, Montréal. New York, Toronto, Montréal. 1 point, Sacha. Toronto, New York et Montréal. C'est les valeurs. Les Maple Leafs sont valorisés présentement à 2,8 milliards de dollars. Les Rangers de New York sont valorisés à 2,65 milliards de dollars. Et les Canadiens de Montréal sont valorisés à 2,3 milliards de dollars. Fait que c'est pour ça que le hot dog est plus cher aux Canadiens qu'aux Ouais. Rockets. De 4 à 10 maintenant, qui vous pensez se retrouve là? Ok, là, c'est là que ça se corse. Je pense que je sais que Forbes accorde beaucoup de valeur au marché Ouais. aussi. Puis les revenus télé viennent influencer. Je sais pas s'il y a d'autres équipes canadiennes dans le top 10, honnêtement. Il pourrait. Euh, Il pourrait. Chicago doit être là-dedans. J'allais dire Chicago. Chicago est là. Numéro? 6e position, Chicago. 1,88 milliards de dollars. Un point. Je vais prendre une chance, là. On parle d'équipe canadienne. Les Canucks? Les Canucks sont Ouais, pas c'est là. Non? ça. OK. Les Puis après Canucks, ça- au moment où on se parle, sont 12e, pas très Ok, loin du c'était top pas 10, à mal. 1,32 C'était pas milliards de dollars. OK. Ok. Est-ce que Vegas pourrait être là après si peu d'années dans la ligue? Vegas n'est pas là encore. Ils sont Ok. 18e, Vegas, présentement, à Ok. 1,13 milliards de dollars. Je vais suivre mes instincts, là. LA. Elle est Ouais. 4e. Ouais, c'est ça. Ouais, les Elle est Kings. 4e. La victoire de la Coupe Stanley, puis ça, c'est drôle, on l'a entendu sur un épisode des Visiteurs avec Greg Langto. Vous pouvez écouter sur la commission athlétique. La victoire de la Coupe Stanley à Los Angeles, ça a tout changé. Gagner, ça change tout. Ils sont valorisés à 2 milliards de dollars. Fait que là, on a 1, 2, même. 3, 4, 6. OK. L'Avalanche. L'Avalanche du Colorado n'est pas là. Non. Ils ça, sont j'étais- 17e, l'Avalanche du Ah, quand Colorado, même, à j'aurais 1,15 pensé. milliards C'est pas en de forme. dollars. J'aurais pensé avec la transaction des Nordiques puis tout, avec les victoires qu'ils ont eues. Si on y va dans les équipes un peu plus historiques aussi, t'as quand même Détroit, qui est Hockey Town. Détroit n'est pas là. Détroit est 15e. Tabarote, on est bien mauvais. 1,2 milliards de Ah, dollars. Tabarote, Philadelphie. Philadelphie est 8e. Ouais. Philadelphie est 8e à 1,65 milliards. OK. Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins de Pittsburgh sont 16e à 1,18 milliards de dollars. Je suis en avant de l'Avalanche et des Golden Knights. OK. Fait que là, il nous manque. Formation historique. Il manquerait, mettons, une formation historique. On a dit les Rangers, les Canadiens, les. On a les Leafs, les On dirait que Rangers, les j'ai Canadiens, peur de les donner- Oh, les Bruins! Les Bruins de Boston Eh sont oui. 5e. Eh oui, on est bien veg. 5e à 1,9 milliards de dollars. Là, il nous manque de 7 à 10. Il manque 7, 9 et 10. 7, 9 et 10. OK. Mettons que j'ai en train de réfléchir aux divisions. Ah, il y a réfléchir aux peut-être équipes. les Stars à Dallas. Non? Il y en a un que j'ai en tête, mais je me trompe depuis tantôt, fait que peut-être que je me trompe encore. J'aime ça quand. Mais ouais, je c'est trouve ça. ça drôle. Les Mais- Stars sont 20e. Ah, on n'est pas là, pas à tout. Je vais y aller. Les Islanders. Les Islanders de New York sont 10e C'est à Ça, 1,55 c'est fou, milliards de là. dollars. C'est vous ce qui a changé chez les Islanders? Le stade. Le UBS Arena. Ah, c'est Ouais. ça. Quand on a changé l'arena, quand on le changé de place, la valorisation du club a augmenté, a décuplé.
On l'avait visité l'année passée avec le Club du matin. C'est complètement exceptionnel vrai, là-bas. Mais le UBS Arena a tout changé pour les Islanders, 10e. Fait que là, il nous manque 7 et Il 9. manque, ça? il manque 6, il manque 7 et 9, c'est ça. OK. Là, mettons... Ben là, il manque une équipe canadienne, là. Ouais. D'après moi, là, ils vont en Là, avoir c'est une. Calgary, Ça va, Edmonton. ça va être un de ces deux-là. Pas les Sénateurs. Ça peut pas être les Sénateurs. Ça peut pas être Winnipeg. Non, sénateur. Fait que c'est Calgary ou Edmonton. Calgary, ils ont un aréna de merde, mais Moi, ils sont dans un je vais bon dire, marché. je vais dire Edmonton. C'est Edmonton. Ils sont 7e. Les Oilers d'Edmonton, c'est le tandem McDavid-Draisaitl qui change tout là-bas, la valeur de la concession. 1,85 milliard de dollars. Il manque le 9. OK, Puis mais le on a- 9, je te dirais, là, de tout le top 10, c'est le plus surprenant. Ah, ouais. OK, ben là, c'est peut-être qu'on... Moi, j'y vais, genre, mettons, par marché. Tu sais, t'as dit, on avait les Rangers, les Islanders, il resterait les Devils dans le coin qu'on pourrait penser, mais ça, je suis pas... C'est vrai que sûr. les Sabres de Buffalo sont 31e, valorisés à 750 millions de dollars. Franchissent Incroyable. même pas le milliard, les C'est Sabres. fou, ça. Aïe, aïe. Écoute. Ah, j'en ai une coupe en. Ben, surprenant, hein? Surprenant. Les Ducks d'Anaheim? Tampa. Non plus. Les Quand Ducks d'Anaheim sont 25e, Ok. valent 925 millions. OK. Ben, je me disais peut-être avec des Tampa idées. sont 13e à 1,25 Ok. milliards. J'essaie d'y aller par division, là, dans Formation ma tête. du nord des États-Unis, mettons. OK, ça, c'est bon. Merci pour ton aide. Formation du. Minnesota? Non. Ça t'a pris la plus au nord. Ben, je me suis- Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, attends une minute. Là. Mettons, on a dit Détroit, on a dit Boston, on a fait New York. Formation qui a beaucoup d'histoire quand même. Qui a gagné récemment. Mon Dieu. J'ai tellement peur de mettre ça sur Internet puis que le monde rit de nous. qui a gagné récemment. Une de leurs grandes vedettes est pas très loin de la fin. Ah, les Capitals? Les Capitals de Washington. Ah. Les Capitals de Washington occupent le 9e rang à 1,6 milliard de dollars. Makes sense. Ouais. Alright. Puis j'ai dit nord, c'est comme. C'est Midwest. Non, c'est pas au sud, dans ce cas. Non, c'est pas au sud. Ouais. Alors, le top 10, les Leafs 2,8, les Rangers 2,65, les Canadiens 2,3, les Kings 2 milliards, les Bruins 1,9, les Blackhawks 1,88, les Oilers 1,85, les Flyers 8 à 1,65, 9e les Capitals à 1,6 et 10e les Islanders à 1,55 milliards. Avant l'émission, tu m'as dit de pas tricher. La preuve que j'ai pas triché. Ouais, je non, pense moi, que j'ai clairement Vous pas savez triché. vraiment pas Hey, triché. pour nommer 10 clubs, je pense qu'on en a nommé 22. Je vous Donc, confirme que ouais. vous n'avez pas triché. Les Ouais. gars, c'était vraiment le fun. Merci pour le Yes. premier épisode des Compteurs. Merci de nous suivre. Merci d'aimer la chaîne YouTube de la Commission Athlétique. Merci de partager les vidéos. On va se retrouver très bientôt pour un autre épisode des Compteurs avec Alex Panton, Sacha Gavami et Max Salut, Lalonde. boys, merci Yes, beaucoup. salut, merci. Les compteurs avec Max Lalonde et Sacha Gavami.